Le son de la plume sur le parchemin est distinct quand le futur d'un royaume est pendant d'une seule ligne d'encre. Ce n'est pas le frottement commun d'un scribe ennuyé. C'est un murmure tendu, comme si le papier respirait et craignait se tacher. Je portais un plateau de porcelaine avec 2 coupes d'infusion sombre, édulcorées avec miel de forêt, et un plat petit de pain chaud, le plus normal du monde, si tu le regardais depuis loin. Une serveuse Oméga accomplissant son tour dans le salon haut du palais. L'anormal était tout le reste. Le salon des colonnes était allumé avec lampes à huile parfumée. Mais l'air sentait à hiver, à métal froid, à cuir fraîchement huilé, à anxiété cachée sous phrases polies. Les alphas le déguisent tout avec courtoisie quand ils croient que le contrôle encore leur appartient. Je étais Oméga. Cela signifiait que ma présence était invisible par design. Une ombre utile, une main qui ne demande pas, une voix qui n'interrompt pas. Et cependant, ce jour m'a vu se clouer dans une parole. Le roi Alpha était assis à la tête de la table longue avec le dos droit et le regard fixe dans le document étendu devant lui. Il ne leva la tête quand j'entrais, bien que je suis sûr que me écouta, parce que les alphas toujours écoutent. À sa droite était le chancelier Orben, avec un visage qui semblait fait de pierre polie. Therium. Autre côté, les émissaires de la vallée ennemie, bien habillés, très tranquilles pour gens qui venaient à recevoir une reddition. Reddition. Seul penser cette mot me faisait sentir un froid étrange dans la poitrine, comme si une porte interne se fermait lentement. Ils avaient appelé au papier décret de reddition pour qu'il sonnât définitif, inévitable, propre. Mais j'avais servi thé dans suffisamment réunion pour savoir que le propre toujours cachait quelque chose de collant. Mon plateau trembla à peine quand je passai près du bras du roi. Une goutte de thé voulut échapper de la coupe et je la sauvai avec un mouvement rapide. Personne le nota. Personne sauf lui. Ses yeux, sans bouger beaucoup, se glissèrent d'un instant vers ma main. Ce ne fut pas menace, ce fut calcul, comme s'il était mesurant le monde par détail. Je laissai les coupes au point exact indiqué par le protocole, 2 doigts de distance du bord, le pain à la gauche, la serviette pliée en triangle parfait. Tout mon corps était entraîné pour faire le correct sans exister. Alors je vis le seau, pas le seau de serre. Encore sans presser, je vis l'espace où il devait aller. Un cercle marqué comme une lune pâle, attendant à être rempli avec autorité. Et dessus, juste dessus du cercle, une ligne écrite en encre plus foncée, récente, qui ne coïncidait pas avec le reste de la calligraphie. Ce fut comme entendre une note fausse en 19, une chanson que tu connais depuis enfant. Mon cœur se frappa une seule fois fort. Je revins à respirer lentement, comme me enseigna ma grand-mère, pour que personne notât la peur. Ce n'était pas mon lieu regarder documents, ce n'était pas mon lieu les comprendre, mais je comprenais parce que, avant d'être serveuse Oméga, j'avais été fille d'une femme qui copiait lettres pour commerçants du port. Ma mère disait que l'encre pouvait mentir, mais la structure me enseigna à reconnaître piège. Un sauf placé où il ne doit pas, une date fausse, un nombre qui change tout. Je me approchai un pas pour retirer une miette invisible de la table, le type de geste qui ne éveillait pas soupçon. Mes yeux baissèrent suffisamment pour lire et là était. Un chiffre, ce n'était pas 12, c'était 2. La clause parlait des ponts du Nord, ceux qui connectaient le royaume avec les chemins de sel et par où passait presque tout le commerce en hiver. L'accord, selon les rumeurs qui circulaient même entre le service, devait céder 12 postes de surveillance pour une période temporaire comme geste de paix. Mais le papier disait autre chose. Il disait que le royaume cédait 2 ponts. 2. Seulement que les ponts du Nord n'étaient pas 12, ils étaient 2. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas d'un geste temporaire, c'était livrer tout le passage, tout le flux, toute la gorge par où respirait le pays. Je sentis que le sang se mêlait aux doigts parce que cela n'était pas reddition, cela était étranglement lent. Et le pire est que la phrase était écrite avec élégance, camouflée entre mots doux, coopération, harmonie, stabilité,
Mot joli pour un piège laid. Je levai le regard par réflexe et me croisai avec l'expression de l'émissaire principal, un alpha de sourire tranquille appelé Barek. Lui aussi me vit regardant. Son sourire ne changea pas, mais son œil droit se rétrécit à peine, mais attrapa. En cet instant, je compris que ce n'était pas une erreur casuelle, c'était une erreur fatale mise là à propos, attendant que personne la notât et comptant avec que personne comme moi osa parler. Je revins à baisser la vue, feignant arranger la serviette, et le reste de mes sens s'alluma, comme si mon corps savait avant moi qu'il était entrant en danger. J'écoutais le frottement de bottes, le craquement léger du cuir d'un gant, le silence trop parfait du salon. La plume du roi s'approcha au lieu de la signature. La pointe toucha le papier. Dans mon esprit apparut l'image de mon quartier en hiver. Enfant attendant pain, femme avec mains gercées, ma mère comptant monnaie. Si le passage du Nord tombait en main de la vallée, le prix de la sortirait. La farine manquerait et la paix serait un mot écrit sur fin. Je étais Oméga. Personne ne m'avait donné permission pour sauver rien. Mais si je ne disais rien, j'allais voir comment le royaume s'éteignait par un chiffre. J'avalais salive dans mon plateau vide. Le métal du bord était froid contre ma paume, comme s'il me rappelait que encore je pouvais soutenir quelque chose de ferme. Le roi allait signer et j'avais seulement un battement pour décider si une serveuse Oméga avait droit à interrompre l'alpha plus puissant du territoire. Si cette histoire déjà t'est attrapant, laisse un commentaire disant depuis quel pays tu m'écoutes et abonne-toi au canal, parce que ce que je fis en l'instant suivant changea ma vie et le destin du royaume. Je fis un pas, j'ouvris la bouche et juste quand le premier son allait sortir, le chancelier Urban tourna la tête vers moi comme s'il avait senti mon intention avant de l'écouter. Ses yeux me traversèrent, pas avec rage, avec une avertissement silencieuse qui disait « Si tu parles, déjà tu ne reviens plus à être invisible. » La plume du roi continua à descendre et moi, pour la première fois dans ma vie, je choisis exister. La parole sortit de ma bouche comme une étincelle dans une grange sèche. « Pardon, Majesté, je ne criais pas, je ne fus pas dramatique, seulement je parlais avec la voix plus contrôlée que je pus réunir. Cette voix que j'utilisais d'enfant quand je voulais qu'un adulte me crût sans discuter. La plume du roi s'arrêta à 1 millimètre du papier. Ce ne fut pas un mouvement brusque. Ce fut si précis qu'il effrayait comme si le temps obéissait à sa main. Le chancelier Urban ouvrit à peine les lèvres, mais il ne dit rien. Les émissaires de la vallée restèrent immobiles avec cette calme qui semble éducation, mais est tranchant caché, et je sentis dans ma nuque le poids de toutes les règles du palais me tombant dessus. Le roi leva la vue. Maintenant, oui, il me regardait de face. Ses yeux n'étaient pas de la couleur de la glace, ni du feu, ni de rien typique. Ils étaient de marron profond, comme bois mouillé, comme terre fertile après une pluie forte. Yeux qui avaient une vue décision qui te change de la respiration. Ton nom, demanda sans élever la voix. Je restais glacé un instant parce que dans le palais, mon nom n'importait pas. Il m'appelait Oméga, fille, service, mais lui me le demanda. Je m'appelle Saré la Majesté. Ce n'était pas un nom commun entre la cour. Dans mon quartier, oui. Ma mère disait que signifiait celle qui observe. Je jamais ne le crus tout jusqu'à ce moment. Le roi appuya la plume sur la table avec soin, comme s'il était rangeant une épée. Parle. Le chancelier Orb fit un pas petit vers moi, presque imperceptible, et son ombre me toucha la jupe. Ce fut sa manière de me dire que j'étais au bord d'un précipice. J'inhalais. Je sentis le salon entier écoutant, même les lampes. Dans le document, il y a un chiffre qui ne coïncide pas avec ce qui s'est annoncé. Dis-je. L'émissaire Barks sourit un peu plus. Majesté, avec même respect. Nous allons permettre qu'une serveuse opine sur affaires d'État, dit-il avec ton de courtoisie polie. Le royaume lui répondit. Il continua me regardant à moi. Cela me donna valeur, pas vaillance, valeur prêtée, comme une cape qui seulement te couvre tandis que tu ne trembles pas. Je m'inclinai légèrement vers le parchemin sans le toucher.
Je n'osais pas approcher trop la main par peur à ce que quelqu'un interprétât cela comme un acte d'agression. Dans ce salon, n'importe quel geste pouvait se convertir en excuse. La clause des ponts du Nord. Dis-je, elle dit que le royaume cède 2 ponts, mais les ponts du Nord sont 2, pas 12, 2. Il y eut un silence. Pas un silence vide, un silence qui se remplit avec la conscience de que quelqu'un vient de changer la direction d'un bateau. Le chancelier Urban pâlit à peine, le juste pour que je le notais. Ses yeux tombèrent au document. Barek laissa échapper un petit rire court, presque comme s'il était diverti. Une confusion de lecture, dit-il. L'encre peut tromper. Ce sont choses qui passent. Je savais qu'il mentait, pas parce que je fusse spécial, sinon parce que cette ligne était plus sombre, plus récente, et parce que personne ne commet ce type d'erreur dans un accord de reddition avec émissaire présent. Le roi étendit la main et pour la première fois prit le parchemin avec ses propres doigts. Les alphas n'ont pas l'habitude de toucher les papiers devant autres. Ils font que autres le fassent. Cela était un geste grand. Il regarda la clause. Ses pupilles se contractèrent à peine, et alors quelque chose changea dans sa mâchoire. Pas rage, quelque chose de plus froid, compréhension. Urban s'approcha rapide, avec l'intention claire de parler par-dessus moi, de reprendre le contrôle. « Majesté, permettez-moi. » Il commença. Mais le roi leva la main sans le regarder et Urban resta muet. Barek encore souriait, comme si ceci fût une œuvre avec un tour amusant. Le roi parla enfin, et sa voix fut tranquille comme un lac avant une tempête. Qui écrivit cette clause? Barek porta une main à la poitrine, feignant surprise offensée. Majesté, les accords se rédigent en ensemble. Nos scribes, les vôtres. Qui? Répéta le roi avec la même calme. Il écrivit cette ligne plus sombre. Ce fut la première fois que j'écoutais un alpha imposer sa volonté sans monter le ton. On sentit comme une porte se fermant avec clé. Barek regarda le scribe royal, un homme mince au bout de la table. Le scribe avala salive et secoua la tête avec désespoir silencieux. Je copiais le texte que me livrèrent, je balbutiais. Je n'altérais rien, Majesté. Urban racla la gorge. Ceci peut se résoudre avec une foi de rat. Il ne convient pas. Il convient. Le interrompit le roi. Comprendre quoi on tente à faire ici. Je devrais avoir reculé. Cela était le prudent. Mais mon corps continuait tendu, comme si déjà il ne savait plus revenir à être invisible. Le roi revint à me regarder. « Pourquoi toi tu le vis ?» demanda. Cette question me traversa. Parce que ce n'était pas « comment tu osas », c'était autre chose. D'où vient ton regard? Je ne voulus pas sonner orgueilleuse. Être orgueilleuse en ce lieu était inviter au châtiment. Ma mère copiait lettres pour commerçants. Je répondis. J'appris à noter nombres et clauses et je sers ici. J'écoute. Tous parlent. Ils croient que je ne comprends pas. Barek fit un geste théâtral d'ennui. Majesté, ne perdons pas temps. La paix exige rapidité. Le roi tourna sa tête vers lui. Il ne changea pas l'expression, mais la température du salon baissa. La paix, dit le roi, ne se signe pas avec un piège dans la gorge. Je vis alors un détail qui me mit la peau de poule, l'anneau du roi, le sceau qui encore il n'avait pas pressé était sur la table. S'il l'estampillait, l'accord restait scellé. Mais maintenant son doigt ne s'approchait pas à l'anneau, il s'approchait à la vérité. Le roi frappa 2 fois la table avec la pointe de la plume. 2 coups doux. De suite, 2 gardes du palais s'approchèrent à la porte. Ils n'entrèrent pas avec violence, seulement se positionnèrent comme qui ferment le monde sans le dire. Barek le nota et son sourire perdit l'éclat pour la première fois. « Majesté », il commença à dire. « Asseyez-vous », ordonna le roi. Barek cligna, hésita et s'assit. Parce qu'un alpha peut être insolent avec une oméga, mais pas avec un roi alpha dans son propre salon. Le roi regarda Urban. Chancelier. Combien points de passage du Nord nous avons enregistrés dans la carte royale? Demanda Urban respira profond, comme si l'air lui pesait. 2.
Majesté. Le roi hocha lentement. Alors cette clause prétend livrer les deux, dit-il. Le salon sembla s'incliner vers nous. Je sentis un tremblement dans les genoux. Pas par peur à Barek, par peur à ce que signifiait. Parce que si les émissaires osaient placer un piège si effronté, c'était parce qu'ils avaient un pouvoir suffisant pour croire qu'il leur sortirait bien. De toute façon, le roi s'appuya vers l'arrière dans sa chaise. « Ceci n'est pas une erreur, dit-il. » Et là, juste là, Barek laissa tomber le masque pour une seconde, seulement une seconde. Dans son regard apparut quelque chose comme diversion sombre, comme s'il pensait « déjà tu es dedans ». Le roi revint à moi et sa phrase suivante me coupa la vie en deux. « Depuis cet instant, serre-la, toi tu ne reviens plus au service commun. » Je restais sans air. Orban protesta avec le regard. Les scribes se tendirent. Les gardes regardèrent au devant rigides. Le palais entier semblait se refuser. « Majesté », je murmurai sans savoir quoi dire. Le roi ne bougea pas. « Si eux te virent lire, dit-il, déjà tu n'es plus invisible pour la vallée. Et si la vallée c'est ton nom, toi tu as besoin de protection et moi j'ai besoin de ton œil. » Mon cœur frappa de nouveau un œil oméga dans un monde alpha. Barek se pencha en arrière comme si le spectacle lui enchantait. « Que émouvant, dit-il. Un roi qui adopte à une servante. Il n'y eut pas insulte dans le ton, seulement venin fin. Le roi ne répondit pas à la provocation, seulement il dit « Apportez la carte du Nord ». Et alors je le compris. Ce qui avait commencé comme un chiffre en encre sombre était ouvrant une porte vers quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que la vallée ne voulait pas négocier en paix, quelque chose qui se cachait sous le déguisement de reddition. Les gardes se bougèrent, un serviteur courut par le couloir. Orban serra les lèvres et je restais là avec les mains vides, sentant que mon plateau, ma vie antérieure, s'était resté dans un autre monde. Avant que la carte n'arrivât, le roi s'inclina vers moi et dit à voix basse pour que seulement moi j'écoutasse. « Si tu te trompes, ils te détruiront. Si tu es dans le correct, peut-être tu viens de sauver à milliers. » Et je pensais, peut-être majesté, mais maintenant j'ai besoin que vous aussi vous me croyiez quand je vous dise la deuxième chose que je notais, parce que ce n'était pas seulement le chiffre. Il y avait une autre marque, un petit symbole aux côtés de la clause, presque invisible, comme une signature secrète. Et ce symbole, je l'avais vu avant, dans un lieu que aucune oméga ne devrait connaître. La carte arriva enroulée dans un cylindre de cuir avec bord usé par main qui avait signalé route trop importante pour se tromper. Ils le placèrent sur la table avec une révérence rapide, comme si le cuir aussi eût hiérarchie. Je continuais avec la poitrine serrée par la phrase du roi. « Tu ne reviens plus au service commun. » Cela pouvait signifier beaucoup de choses. Protection, oui, mais aussi surveillance. Si la Cour décide qu'une oméga vit trop, la Cour aussi décide combien de temps cet oméga continue respirant à l'intérieur de ses murs. Je ne voulais pas penser à cela, et même ainsi je le pensais. Le roi étendit la carte avec une calme qui semblait impossible. Les montagnes du nord s'ouvrirent en encre bleuâtre. Les chemins en traits de marron, les rivières en lignes fines qui se bifurquaient comme veines. Et là étaient deux ponts marqués avec un symbole d'arc double, les pontes du nord. Deux, le chancelier Urban s'inclina pour regarder, mais pas trop, comme s'il craignait que le papier ne lui tachât le prestige. Barek, l'émissaire, observait avec la même sérénité d'avant, bien que je notais dans ses doigts un mouvement petit comme un tic. Quand le contrôle se glisse, le corps le trahit. Le roi glissa le bout du doigt par les deux arcs. « Si je cède ceci, dit-il, mon royaume ne tombe pas aujourd'hui, il se vide demain. » Personne ne répondit parce que c'était vérité et parce que même la vérité dans un salon de négociation peut être une menace. Je raclai la gorge sans vouloir. Je voulais le dire. Je voulais lâcher cette deuxième chose que j'avais notée, mais je sentis le poids du symbole dans ma mémoire comme une pierre dans la langue. Le roi, sans me regarder directement, demanda « Quoi d'autre tu vis ?» Orban leva la tête à l'instant, comme si la question lui eût tiré un fil dans la nuque. J'avalais salive,
Il n'y avait pas forme douce de ceci. Dans la clause, dis-je, il y avait un symbole au côté, petit, presque comme un sceau, mais pas officiel. Barek laissa échapper un rire bref. Maintenant aussi, nous allons analyser ornement d'encre, dit-il. Majesté, ceci est ridicule. Le roi ne lui donna pas même une seconde d'attention. Décris-le, il me demanda. Je respirais lentement. Je me rappelais le trait exact parce que la forme était difficile d'oublier. Un cercle ouvert en la partie supérieure comme une lune incomplète, avec 3 lignes courtes dedans, inclinées comme si elles fussent dents ou rayures de pluie. Il semble une lune ouverte, j'expliquais. Et dedans, il a 3 marques. Orban resta immobile. Il ne cligna pas, et pour la première fois, je le vis comme on voit à quelqu'un quand se lui tombe un masque sans vouloir. Ce n'était pas seulement tension par politique, c'était quelque chose de plus personnel. Le roi le nota aussi. Je vis comment son regard se déplaça lent vers Orban. « Chancelier, dit-il, cela te sonne, Orb? » Il força un sourire trop soigneux. « Majesté, existent milliers de symboles dans les marchés, dans les maisons commerciales. Nous ne pouvons pas, cela te sonne, » répéta le roi avec la même voix, sans menace, sans ira, seulement insistance. Orban baissa la vue à la carte, il feignit étudier un chemin. Je sentis que le salon se fermait sur nous comme une porte lourde. Alors je parlais avant de me repentir. Je l'ai vu avant, silence. Même les lampes semblaient en cesser de crépiter. Barek se redressa un peu. Sa sérénité se tendit comme une corde s'accordant. Le roi me regarda autrefois. « Où ?» demanda. Et ici était la partie qui me donnait peur dire « Pas par le roi, sinon par le palais, parce qu'il y a lieu dans un château où les nobles n'entrent pas, mais où la vérité s'accumule comme poussière. » Dans les caves antiques, je confessais, sous l'aile est, où arrivent les caisses sans sceau royal, Orb fit un pas involontaire vers moi, un geste minimum, mais il le fit comme si son corps tentait d'arrêter mes paroles avant qu'elles ne sortissent. « Cela est impossible, » dit-il trop rapide. L'aile était restreinte, je complétais moi avec voix basse. Oui, par cela, je sais que je ne devrais pas avoir été là. Le royaume se surprit comme je craignais. Il ne montra pas indignation théâtrale, seulement curiosité concentrée. Pourquoi tu étais là? La honte me monta au visage, pas par avoir désobéi, sinon par la raison. Fin de réponse. Ma mère tomba malade l'hiver passé. Je dis, les médecins du quartier chargent par avance. J'avais besoin d'un paiement extra. Le responsable d'entrepôt offrait monnaie à qui aida à bouger caisse sans question. J'allais, je ne m'enorgueillissais pas, mais c'était réel et la réalité à fois est plus dure que n'importe quel châtiment. Barek claqua la langue comme s'il était jouissant le moment. Une servante qui se met dans cave. Clandestine, dit-il. Quel témoignage si fiable, le roi ne s'altéra pas. Et dans ces caisses tu vis le symbole, demanda. J'acquiesçais, en bois et en papier. Je répondis, en étiquette, en ruban, toujours le même dessin et toujours en envoi, qui allait vers le nord. Orban serra les lèvres. La peau autour de sa bouche devint blanche, comme s'il était contenant une phrase ou un cri. Le roi appuya les 2 mains sur la carte. « Montre-moi le chemin », il ordonna. Quelle route utilisaient ces caisses? Je fermai les yeux un second. Dans mon esprit, je vis le couloir humide, l'odeur à mots les lanternes petites, le responsable d'entrepôt me disant que je ne regardasse pas trop. Je vis aussi le détail qui m'était resté gravé, un papier de guide froissé où se répétait un mot que je ne compris pas, alors je revins à ouvrir les yeux. Les caisses se marquaient pour sortir par la porte de chariot de l'aile est. Dis-je, de là par le chemin de gravier jusqu'au poste de péage vieux, celui qui déjà ne s'utilise pas pour voyageurs. Orban laissa échapper une expiration courte, presque inaudible, un son qui n'était pas soulagement, c'était résignation. Le roi signala la carte. « Ce poste, dit-il, est ici. » Son doigt toucha un point et mon estomac se rétrécit parce que le point était près de la première déviation vers les ponts du Nord.
Barek se pencha en arrière dans sa chaise, tentant de paraître ennuyé, mais son genou bougeait. Majesté, dit-il avec ton aimable. Connais-tout. Ceci est théâtre de sous-sol. L'accord, coupa le roi. Il est suspendu. La parole suspendue tomba comme un rideau. Ce n'était pas une explosion, c'était pire. C'était une fermeture. Barek perdit le sourire complètement. Pour la première fois, celui nota l'effort pour maintenir le contrôle. Cela aurait conséquence, il murmura. Tout a conséquence, répondit le roi. Orban se dépêcha à Minabos parler. Majesté, peut-être il est mieux réviser ceci en privé. Il ne convient pas humilier les émissaires. Nous pouvons. Le roi le regarda avec une calme qui déjà ne semblait pas humaine. Ce qui ne convient pas, dit-il, est que l'ennemi apprenne combien nous tardons à voir un piège. Barek serra la mâchoire. Celui nota la colère, mais il l'enveloppa en courtoisie. Alors, révisons, dit-il avec rapidité. Le roi inclina la tête à peine comme concédant le minimum. Bien, dit-il, et ensuite à moi, Sarella, tu peux dessiner le symbole j'acquiesçais. Bien que mes mains tremblaient par-dedans, ils me donnèrent un papier propre et une plume. Je sentis tous les regards dessus comme aiguilles. Je dessinais le cercle ouvert. Je dessinais les 3 marques inclinées. Je tentais d'être exact. Quand je terminai, le roi soutint le papier face à la lumière. Il l'étudia et alors il fit quelque chose qui me hérissa la peau. Il tourna le dessin et le compara avec une marque petite dans le bord de la carte, près de la légende de route commerciale. Là, presque cachée, il y avait une forme pareille, pas identique, mais suffisamment proche pour être une famille de symboles. Le roi dit une seule phrase. « Ceci n'est pas de la vallée. » Orban resta sans couleur. Barek sourit, mais déjà ce n'était pas un sourire joli, c'était un sourire qui disait « Si tu continues, tu te repentiras. » Je regardais le bord de la carte autrefois et je sentis que le monde s'inclinait parce que si le symbole n'était pas de la vallée, alors le piège ne venait pas de dehors, il venait de dedans. Et en cet instant, tandis que tous se concentraient dans la carte, je notais quelque chose de plus. Le chancelier Orban portait dans son anneau un détail gravé en miniature, presque invisible, qui se ressemblait trop à mon dessin. Ma gorge se ferma. Le roi encore ne l'avait pas vu et j'avais à décider si je le disais là, face à tous, ou si je me taisais pour survivre un jour de plus. Je ne dis pas le de l'anneau de Orban. Pas en cet instant, pas face à Barek, ni face au scribe, ni face à la table où chaque mot se convertit en une arme, bien que ici les armes ne font pas bruit. Je restais silencieuse parce que je compris quelque chose de simple et terrible. Si le symbole venait de dedans, alors le salon entier pouvait être écoutant pour quelqu'un d'autre. Le roi soutint mon dessin comme s'il pesait plus que le papier. Pause, il annonça sans demander permission à personne. Cette seule parole bougea à tous. Les scribes recueillirent une plume, les serviteurs écartèrent une coupe, les gardes ouvrirent la porte double, et l'air du couloir entra avec odeur à pierre froide. Barek se leva avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Majesté, dit-il, nous espérons que la sagesse revienne quand le thé se refroidisse. Je ne pus éviter serrer les doigts, mais je maintenais la tête basse. Ce n'était pas haine ce que je sentais. C'était la certitude que lui déjà était comptant les pas pour que je ne revinsse pas à marcher sur ce salon. Orban s'inclina légèrement vers le roi. « En privé, nous pourrons éclaircir ce malentendu, » il murmura. Le roi ne répondit pas. Il marcha vers une porte latérale sans regarder à personne et une partie de moi s'accrocha à ce geste. Lui, il n'était pas fuyant. Il était choisissant où se respirait. Un garde s'approcha à moi. « Toi, dit-il à voix basse dans dureté, viens. » Mes jambes se bougèrent avant que ma mante ne l'autorisât. Je traversai le seuil derrière le roi et je sentis quelque chose d'étrange. Le son du salon grand resta derrière comme une mer lointaine. Ici dedans, dans une chambre plus petite avec étagères et tapisseries vieilles, l'air était plus calme, plus dangereux. Le roi s'arrêta face à une table basse. À un côté, une lampe. À l'autre, cruche d'eau.
Orben entra aussi. Je restais à 2 pas du roi avec les mains jointes, comme si encore je soutenais un plateau invisible. Cette posture me donnait certaine stabilité. Maintenant, dit le roi sans public, chancelier, explique-nous pourquoi ce symbole apparaît dans une clause et pourquoi ma serveuse l'a vu dans cave non enregistrée. Orben tarda 1 seconde à répondre. Seulement 1 seconde. Mais cette seconde fut suffisante pour que je visse l'effort, comme si à l'intérieur de lui il y eût porte se fermant. Majesté, il commença. Les caves de l'aile s'utilisent pour stockage d'urgence. À fois arrive un envoi sans sceau par discrétion commerciale. Discrétion, répéta le roi sans émotion. Oh, clandestinité. Orben ouvrit les mains. Je ne voudrais pas alarmer. La fille dit d'avoir aidé à bouger caisse par argent. Cela déjà est un problème de discipline du service. Je sentis que la honte tentait de me mordre, mais je ne lui donnais pas le goût. Ce que je fis fut par ma mère, et bien que me doulut, ce n'était pas un péché. Le roi tourna à peine la tête vers moi. « Sarella, dis-moi quelque chose. » dit-il. « Quand tu vis ce symbole dans les caves, tu le vis seulement en étiquette ou aussi en document. » Ma langue se colla au palais. Je me rappelais un papier froissé, un guide de charge avec lettres serrées. En document aussi, je répondis « guide » et une fois un listage de noms. Orben inhala plus fort que le nécessaire. « Listage » répéta le roi. « Quel nom ?» Je doutais parce que je ne les rappelais pas tous, mais je rappelais un parce qu'il me sembla ridicule de si noble. « Maison Rimeval » dis-je. Le roi leva un sourcil. Ce fut un geste minimum, mais je le sentis comme un éclair silencieux. Orben sourit. « Maintenant, oui, comme qui trouve un point pour attaquer. »« Maison Rimeval est un allié historique de la couronne, dit-il. Ses caravanes sont de confiance et avec respect majesté. Une oméga ne distingue pas nombre de maisons. Elle les répète comme elle les écoute. » Le roi ne lui répondit pas. Il s'approcha à la lampe et soutint mon dessin autrefois. Chancelier dit avec douceur. « Approche-toi. » Orben obéit. « Montre-moi ta main, demanda le roi. Mon estomac se serra. Je n'avais rien dit de l'anneau, mais le roi le sentit. Les alphas de vérité, quand quelque chose ne s'emboîte pas, ils le sentent comme une écharde sous la peau. Orben étendit la main. Premièrement la droite, le roi la regarda, ensuite la gauche. Là était l'anneau. Je le voyais depuis où j'étais, la gravure minuscule, presque cachée dans le bord, comme si ce fût un ornement quelconque, mais je savais que ce n'était pas quelconque. Le roi prit la main de Orben sans serrer, sans agression, seulement la soutint à la lumière et le silence devint si tendu que j'eus peur que ma respiration ne le rompît. « Intéressant, » dit le roi enfin. « Ton bijoutier a bon goût. Cette gravure se ressemble beaucoup au dessin de Sarella. » Orben tenta de rire, mais sa gorge le trahit et lui sortit un son sec. « Majesté, cela est une coïncidence esthétique. Les artisans répètent motif. »« Motif, » répéta le roi comme lunes ouvertes. Je vis une goutte de sueur dans la scie d'Orben, une seule. Elle baissa lentement. Le roi lâcha la main. « Très bien, dit-il. Alors il sera facile d'y dissiper le doute. » Orben cligna. « Je veux le livre de registre de l'aile Est, ordonna le roi, celui des entrées et sorties. Et je le veux maintenant. Apporté par toi, chancelier, sans intermédiaire. » Orben ouvrit la bouche, ferma, revint à ouvrir. « Majesté, le livre commença maintenant, répéta le roi. Orben s'inclina avec rigidité, fit demi-tour et sortit. La porte se ferma. Nous restâmes le roi et moi. Et là, pour la première fois depuis que je parlais dans le salon des colonnes, je sentis le tremblement véritable dans mes genoux. Ce n'était pas peur à un châtiment, c'était peur à être voyant une fissure dans la base du palais. Le roi se servit haut et ne m'offrit pas par mépris, sinon parce que sa menthe était en autre part. Si le chancelier ment, dit-il à voix basse, alors je ne sais pas combien de pièces de ma maison déjà ne m'appartiennent plus. J'avalais salive. Majesté, j'osais dire, je ne voulais pas causer ceci. Lui me regarda avec quelque chose que je ne sus pas nommer au début. Ensuite, je le compris.
Respect contrôlé, comme s'il lui dérangeait l'admettre. Tu ne le causas pas, dit-il, seulement tu le vis. Cela me fit brûler les yeux. Je ne pleurais pas, mais je fus prêt parce que toute ma vie on m'avait enseigné que voir trop était une erreur. Et maintenant le roi m'était disant que voir était le unique qui importait. J'ai besoin que tu te rappelles tout, continua. Chaque étiquette, chaque parole, chaque route. J'acquiesçais. Et j'ai besoin de quelque chose de plus, il ajouta, et son ton changea un peu. J'ai besoin de savoir si je peux confier en toi quand ils t'offriront quelque chose pour te taire. Ma gorge se ferma. Je pensais en ma mère, en les monnaies, en la faim. Ensuite, je pensais en ce chiffre, 2 ponts, 2 gorges. S'il m'achète le silence, dis-je, ma mère mangera aujourd'hui, mais mon quartier ne mangera pas demain. Je ne veux pas vivre avec cette classe de pain. Le roi soutint mon regard 1 seconde plus que le confortable. Bien, dit-il, parce qu'ils vont le tenter. On entendit un coup doux dans la porte. Un garde apparut la tête. « Majesté !» annonça l'émissaire. « Barek demande voir à Sarella. Il dit qu'il a une excuse et un cadeau par le malentendu. » Le roi ne bougea pas, seulement me regarda, et en cet instant, je compris que le cadeau n'était pas un cadeau. C'était une preuve, et que ma réponse déciderait si je sortais de cette chambre comme une servante ou comme une pièce que le propre roi Alpha était mettant dans l'échiquier. Le garde n'attendit pas ma réponse. Son regard disait que le palais déjà avait décidé que cette rencontre arriverait avec ou sans ma volonté. Mais le roi Alpha leva une main et le monde revint à lui obéir. « Elle ira, dit-il quand moi je l'indique. » Le garde acquiesça et disparut derrière la porte. Je restais tranquille avec la gorge sèche. Un cadeau par le malentendu. Une excuse. Comme si le chiffre dans le décret eût été un trébuchement sympathique, pas une corde déguisée de ruban. Le roi m'observa comme s'il était mesurant quelque chose qui ne se voit pas. « Je vais te dire ce qui se passera. » Il parla en mi-main. Voix basse. « Barek t'offrira sécurité, argent, médecine, une solution rapide. Il ne le fera pas parce que tu lui importes, il le fera parce que tu le gênes. » Acquiescer lentement. Ma mente courait, mais mon corps s'obligea à rester serein. « Tu veux que je refuse le cadeau? » Je demandais sans le regarder trop, parce que je savais que dans la cour une oméga ne demande pas ainsi. « Non, il répondit. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu te rappelles et je veux que tu reviennes avec chaque parole. Je compris le vrai danger dans ce tu reviennes. Ce n'était pas un ordre léger. C'était un défi à la vallée et peut-être à la moitié du palais. Le roi s'approcha à la lampe, prit mon dessin du symbole et le rangea dans un dossier mince de cuir. Idriss, il appela sans élever la voix. De l'ombre d'une tapisserie sortit une femme haute, de pas silencieux, avec la posture de quelqu'un qui ne nécessite pas permission pour être dans un lieu. Son uniforme n'était pas de garde commun, il était plus simple, mais mieux cousu. Ses yeux étaient gris et n'avaient pas la curiosité que tous m'avaient lancée. Ils avaient une concentration. « Majesté, dit-elle, tu vas l'accompagner, » ordonna le roi sans qu'il se note. Idriss fit une inclinaison minimale. Ensuite, elle me regarda à moi, et dans ce regard, je lus quelque chose d'inattendu. Pas mépris, pas supériorité, une espèce de reconnaissance dure, comme si déjà elle savait ce que c'était tenter survivre sans être vue. « Entendu, » répondit le roi me signalant la porte. « Va, dit-il, et n'oublie pas ceci. Eux ne te sont pas donnant d'un cadeau, ils te sont achetant une histoire. » La phrase se me resta clouée tandis que je marchais par le couloir. Ma jupe frottait la pierre. Ma respiration était le unique que je pouvais contrôler. Idriss allait à quelques pas derrière, toujours juste hors de la sensation de compagnie, comme une ombre entraînée. Ils me conduisirent à une antichambre avec banc de bois et une grande fenêtre haute. Ce n'était pas le grand salon de négociation, il était plus intime, dessiné pour conversations qui ne devaient pas résonner. Barek déjà était là, seulement regardant un tableau antique d'une chasse que personne ne mentionnait. Quand il me vit entrer, il sourit avec cette calme de qui se croit maître de la fin. « Sarella, » dit-il prononçant mon nom comme si ce fût un caprice récent. « Je te dois une excuse. »
Dans la table, les paroles se deviennent rigides. À fois, les gens s'offensent par détails. Détails. J'avalais salive sans le montrer. Moi seulement je fis mon travail, je répondis. Ah, dit-il, s'approchant un pas, cela est le problème. Ton travail comme serveuse n'inclut pas lire. Mais tu es liste. Cela est rare et précieux. Le précieux, pensais-je, toujours termine avec prix. Barek étendit une boîte petite enveloppée en tissu fin. Un geste, dit-il, pour ta mère. Mon estomac se ferma. Je ne demandais pas comment il savait de ma mère. La réponse était dans l'air du palais. Toujours il y a oreille ou moins tu veux. Merci, dis-je sans toucher la boîte encore. Ouvre-la, demanda aimable. Mes doigts se bougèrent lentement. Le tissu se glissa et la boîte montra un flacon de verre sombre avec une étiquette propre, sans marque de pharmacie du quartier. Médecine du visage, chère et rare. Je sentis un coup dans la poitrine. Ma mère toussant dans la nuit. Mes mains comptant monnaie. La désespoir qui te fait d'accepter. Travaux en cave restreinte. Barek observait ma réaction comme qui regarde un poisson s'approcher à l'hameçon. Cela soulagera sa respiration, dit-il, et je peux assurer un approvisionnement constant s'il se nécessite. En échange de quoi, je demandai, et ma voix sortit plus ferme de ce que j'espérais. Barek se haussa les épaules, comme si je fusse naïve pour voir commerce où lui prétendait voir bonté. De rien si dramatique, dit-il. Seulement j'ai besoin que la calme revienne. Que tu ne reviennes plus à interrompre affaires qui ne te correspondent pas. Je serrai le flacon avec soin, comme s'il fût fragile. Il l'était, pas seulement par verre, par tentation. Moi, je ne cherche pas problème, dis-je. Alors, nous sommes d'accord, il répondit, et son sourire s'aiguisa. Le roi est sous pression. Il veut paraître fort, mais toi et moi, nous savons qu'il signera. Seulement que maintenant, ils t'utiliseront comme symbole. Une oméga qui sauva au royaume. Un conte joli. Sa forme de dire conte joli me donna frisson. Pas par menace ouverte, sinon par la certitude de que lui connaissait la fin humaine mieux que la majorité de nobles. Et s'il ne signait pas, je demandais feignant curiosité. Barek marcha vers la grande fenêtre et regarda dehors. S'il ne signe pas, le commerce s'étouffe, dit-il. Les gens se désespèrent, les alliés se lassent, les maisons nobles s'impatientent. À la fin, majesté nécessite stabilité et la stabilité coûte. Ensuite, il revint vers moi, mais toi, il ajouta, tu n'as pas pourquoi te couler avec son orgueil. Toi, tu peux être bien, ta mère peut être bien, même tu pourrais travailler pour une maison meilleure que la cuisine royale. J'ai entendu qu'à Maison Rimeval leur plaisent les femmes discrètes. Là était, comme une miette délibérée. Moi, je maintenais le visage tranquille, mais par-dedans, quelque chose s'ordonna. Rimeval n'était pas seulement un nom dans un papier, c'était une porte. Maison Rimeval participe en ceci. Je demandais comme si elle fût une doute innocente. Barek laissa échapper un rire doux. Il participe en ce qui convient, dit-il. Ne pense pas en grande conspiration, ce l'air-là. Pense en survivre. Il m'offrit la boîte de nouveau et sa voix baissa un ton. Seulement promets-moi que tu ne diras pas autre parole. Laisse que le roi signe quand le moment arrive. Laisse que la paix arrive et moi je me charge que ta mère respire tranquille. Je regardais le flacon, je regardais son étiquette propre. Ensuite, je regardais ses yeux et je décidais faire le unique que pouvait me protéger en cet instant. Pas lutter contre l'hameçon, sinon tirer du fil. J'ai besoin de le penser, dis-je. Barek leva un sourcil. Penser que c'est médecine, c'est soulagement. J'ai besoin de penser en comment dire à ma mère que ceci ne vient pas du palais, je répondis. Elle se méfiera et si elle se méfie, elle ne le prendra pas. Barek s'approcha un pas de plus et je pus sentir son parfum cher et trop doux pour un jour froid. Dis qu'il vient d'une amie, dit-il, de quelqu'un qui veut t'aider. Amy, quelle parole si fausse dans sa bouche. Et si moi j'accepte, j'ajoutais, comment me contacte cet ami quand il se nécessite plus? Barek sourit satisfait, mit la main dans sa veste et sortit une fiche petite de métal mat
avec le même symbole, l'une ouverte, 3 marques. Il la plaça dans ma paume. « Montre-la dans le poste de péage vieux, dit-il. À minuit, seulement une fois, ils te donneront ce que tu nécessites. » Mes doigts se fermèrent autour de la fiche. Je sentis son froid et aussi je sentis le vertige de ce que je venais d'obtenir sans que lui ne se donnât compte. Une route confirmée, une méthode, un point de contact. « Merci, dis-je baissant la tête le juste pour paraître obéissante. Barek toucha le bord de la boîte comme un rappel. « Je veux ton silence, Sahela, dit-il doux, et je veux que tu vives. » Cette phrase put sonner aimable à oreille neuve. Pour moi, elle sonna comme une corde autour d'une cheville. Elle ne serre pas maintenant, mais elle ne te laisse pas courir. Je fis un pas en arrière. Je ferai le meilleur pour ne pas gêner, je répondis. Je sortis de l'antichambre avec le flacon dans une main et la fiche dans l'autre, cachée sous le tissu de ma manche. Dans le couloir, Idriss apparut à mon côté comme si toujours elle eût été là. « Tu ne l'ouvris pas du tout, » elle murmura, regardant la fiche à peine un instant. « Non, dis-je, mais elle me donna ceci. » Idriss ne montra pas surprise, seulement un acquiescement minimum. « Alors revenons, » dit-elle. Quand nous traversâmes le coin final, je vis le roi m'attendant dans la chambre privée. Sa posture disait qu'il avait été tranquille, mais son regard disait qu'il avait été calculant. Je serrai le flacon et alors, avant de parler, je vis quelque chose qui me glaça plus que n'importe quelle menace de Barek. Le chancelier Orban revenait par le couloir avec le livre de registre sous le bras, et le bord du ISO-livre était déchiré comme s'il manquait page. Le livre de registre semblait lourd, mais pas par le cuir. Il était lourd par ce qui manquait. Orban Pin entra avec passe ferme, comme si le couloir lui eût donné temps de répéter un visage neutre. Il apportait le volume contre la poitrine, et même ainsi, je vis le bord déchiré, une blessure maladroite dans un objet qui en théorie devait être intouchable. Le roi ne dit rien au début, seulement il regarda le livre. Ensuite, il regarda les mains du chancelier, et en dernier, il me regarda à moi comme s'il était me demandant sans parole si moi aussi je l'avais noté. J'acquiesçais avec un mouvement minimum. C'était suffisant. Le roi comprenait minimum. Orban plaça le livre sur la table avec soin exagéré. « Ici, il est majesté, » il annonça. « Le registre de l'aile est. » Le roi ne le toucha pas de suite. « Tu l'apportas toi, dit-il, comme s'il était confirmant d'un détail. »« Oui, » répondit Orban trop rapide. Le roi appuya le bout d'un doigt dans le bord déchiré. Il ne tira pas, il ne leva pas la couverture encore, seulement il sentit l'irrégularité, comme qui palpe une pierre pour détecter une fissure. « Manque une page, » dit-il. Orban retint la respiration un instant. Après, il sourit. Quelques feuilles se détachent avec l'usage. Il expliqua les livres vieux. Ce livre n'est pas d'usage. Le interrompit le roi. Ce livre est de contrôle. La parole contrôle resta suspendue. Je serrai le flacon de médecine dans ma main, me rappelant la voix de Barek, son sourire, sa fausse amabilité. Eux ne te sont pas donnant un cadeau, ils te sont achetant une histoire. Orban ouvrit le livre avec un mouvement doux, comme si tout fût en ordre. Il passa page, signala colonne, montra signature. Il se voyait impeccable, trop impeccable. Le roi observa sans s'approcher. Cette distance était intentionnelle. À fois la manière d'attraper un mensonge n'est pas à la discuter, sinon laisser qu'il se montre seul. Lis les entrées de la dernière lune, ordonna le roi. Orban baissa le regard et commença à réciter. Sac de grains, bois, charbon, huile, nom de fournisseur, tout parfaitement ennuyeux. Je regardais les dates, il y avait quelque chose d'étrange. Dans la marge où ils avaient l'habitude de noter la porte exacte de sortie, apparaissaient marques répétées, 2 traits courts, comme si quelqu'un eût effacé et réécrit. Orban continua lisant, et mon estomac se rétrécissait plus, parce que c'était la classe de lecture qui cherche fatigué à qui écoute, jusqu'à ce qu'ils se rendent et disent « Ça suffit, je confie ».
Le roi le laissa parler le temps suffisant pour que le salon se remplît de routine. Ensuite il dit, « Où est l'entrée des caisses sans sceau? » Orben ne leva pas la tête. « Elles n'existent pas. » Il répondit comme si elle fût évidente. « Toute entrée à sceau ou signature. » La lampe crépita. L'air se mit tendu. Le roi tourna vers moi. « Sarella, dit-il, quoi tu vises toi? » Je sentis le poids du flacon, la fiche de métal cachée dans ma manche et la peur qui tentait de me convertir en ombre autrefois, mais déjà il était tard pour revenir en arrière. Je vis caisse sans sceau, dis-je, et je vis le symbole, et je vis guide avec route au nord. Orben ferma le livre avec force contenue, comme s'il le protégeait de ma voix. « Majesté, dit-il, déjà elle se trompe. Elle se laissa emporter par rumeur de l'intinon, sans service. Sa nécessité d'argent la porta à lieu indu. Elle n'est pas fiable. » Le roi le regarda avec calme. « Que tant fiable est un livre à qui manque une pari? » demanda Orben serra la mâchoire. « Le livre est le livre, insista le roi. Il prit le volume enfin et l'ouvrit où le bord était déchiré. Il passa droite par le dos, comme cherchant le point exact où il s'arracha. Ceci ne se détacha pas seul. Dit-il, ceci s'arracha. Orben ouvrit les mains. « Majesté, avec respect, va-t-il m'accuser par l'état d'un objet? » Le roi ne répondit pas de suite. Au lieu de cela, il se tourna vers Idriss, qui était près du mur. Immobile. « Apporte une lampe plus forte, » il ordonna. Idriss sortit sans faire bruit. Orben sembla se relaxer un peu, comme s'il croyait que le roi était cherchant quelque chose d'impossible. Marque invisible, preuve qui n'existe pas. Je connaissais cette tactique. Je l'avais vue dans le marché quand quelqu'un volait pain et le vendeur exigeait témoins impossibles. S'il n'y a pas preuve parfaite, le puissant gagne. Mais le roi n'était pas un vendeur et il n'était pas jouant au même jeu. Quand Idriss revint avec une lampe d'huile plus blanche, le roi l'inclina sur le bord déchiré. La lumière révéla quelque chose. Fibre du papier en direction irrégulière. Il y avait reste d'encre dans le dos, comme si quelqu'un eût arraché feuille déjà écrite. Orben le vit aussi et son visage, pour une seconde, se durcit. Le roi alça la vue. « Quoi tu caches? » demanda. Orben ne répondit pas. Il se limita à respirer comme qui maintient l'équilibre sur une planche mouillée. Ce fut alors qu'en moi je décidai livrer ce que Barek m'avait donné, pas par vaillance, sinon parce que c'était une corde dans ma main et moi je préférais soutenir la corde qu'être traîné par elle. « Majesté, dis-je et ma voix trembla à peine. Barek m'offrit un cadeau pour ma mère. Orben tourna la tête vers moi surpris et cela me confirma quelque chose. Lui, il ne le savait pas ou il feignait ne pas le savoir. Mais la surprise fut réelle, minimale. Et dans la cour, les surprises réelles sont rares. Le royaume changea l'expression. Continue, il ordonna. Je sortis la fiche de métal de ma manche et la laissai sur la table, près du dessin gardé dans le dossier. La lune ouverte avec 3 marques brilla un instant sous la lampe. Il me donna ceci, dis-je, et il me dit que si je nécessitais plus médecine, j'allasse au poste de péage vieux à minuit, enseignant la fiche. Le silence fut absolu. Orben regarda la fiche comme si elle fût un insecte inattendu dans sa nourriture. Le roi ne la toucha pas, seulement il l'observa. « Ainsi, il y a un point de contact, » murmura Idriss, inclinant la tête comme si déjà elle était pensante en route. Ombre, pas. Orben tenta à récupérer sa voix. « Majesté, ceci est un piège évident. » Dit-il, envoyer à une oméga à un point de contact peut provoquer un scandale. « Nous ne devons pas, je n'enverrai pas une oméga, » répondit le roi doux. « J'enverrai un œil. » Il me regarda et je sentis le coup de cette phrase comme un destin. Mais avant, il ajouta le roi et son regard revint à Orben. « Nous allons faire quelque chose de plus simple. » Le roi prit le livre, le poussa vers le chancelier et dit « Tu apporteras le 2e registre, le duplicata scellé qui se garde dans la tour de Minasant. Archive. Si tu me dis qu'il n'existe pas, Orben, alors oui, nous aurons un problème réel. » Orben avala salive. « Majesté,
Le duplicata existe, coupa le roi. Orban resta tranquille. Ensuite, il acquiesça avec rigidité. Comme vous ordonniez, dit-il. Quand il sortit, le roi ne attendit pas que la porte ne se fermât du tout pour parler. Sarella dit à voix basse, « Tu vas aller au poste de péage. » Mon corps se tendit. « Majesté, Barek, tu n'iras pas seul. » Il ajouta, « Idriss ira près. Moi je mettrai plus yeux, mais toi tu seras la pièce visible. Eux ils veulent ton silence. Nous allons voir à qui ils servent de vérité. » Je serrai le flacon de médecine jusqu'à ce que me doucèrent les doigts. Je pensais en ma mère, je pensais en la fiche, je pensais en la parole reddition. Et pour la première fois, quelque chose à l'intérieur de moi se révéla sans bruit, pas contre le roi, sinon contre l'idée de que ma vie seulement valait comme silence. « Je le ferai, dis-je. » Le roi acquiesça à peine. « Bien, il répondit, parce que cette nuit, nous n'allons pas découvrir seulement un contact. Nous allons découvrir si l'ennemi est dehors ou assis à ma table. » Et quand il le dit, la lampe scintilla et je sentis que la nuit déjà était marchant vers moi pas à pas avec la minuit dans la main. L'après-midi s'étira comme une corde tendue avant de se rompre. Dans le palais, tous continuaient à se bouger comme si le monde était en calme. Serviteurs courant avec paniers, cuisiniers criant, ordre, gardes changeant tour. Mais moi, je sentais autre courant dessous, quelque chose qui ne se voyait pas, une rumeur sans voix. Idriss me porta à une pièce petite près de l'aile intérieure. Ce n'était pas une chambre d'invité, elle était trop simple, mais elle était propre, et la fenêtre donnait à une cour fermée où le froid s'installait comme une couverture. « Reste ici jusqu'à ce qu'il obscurcisse, dit-elle. Ne parle avec personne, j'acquiesçai. Elle resta dans la porte un moment, comme si elle était décidant si elle devait dire quelque chose de plus. « Ta mère réellement est malade ?» demanda sans douceur mais sans cruauté. « Oui, je répondis. »« Alors comprends ceci, dit-elle. Ils vont utiliser cela. » Ce n'était pas un avertissement dramatique, c'était une vérité crue. Je regardais le flacon de médecine sur la table. Le verre sombre semblait regarder de retour. « Je le sais, dis-je. » Idriss laissa dans mon lit un manteau simple, sombre, avec capuche pour le poste, elle expliqua. « N'utilise rien qui te identifie comme du palais, ni ruban, ni broche, rien. » Ensuite, elle s'en alla. Je restais seul et pour la première fois depuis le salon des colonnes, j'eus espace pour sentir la peur réelle. Cette peur qui ne se montre pas, qui ne se crie pas, qui seulement s'assied dans la poitrine et te change la saveur de la salive. Je pensais dans le poste de péage vieux. Je pensais dans la nuit. Je pensais en Barek souriant tandis qu'il me donnait la fiche, comme si déjà il savait que moi j'accepterais lui et ce qu'il me lança. Aussi je pensais en Orban, en son anneau, en le bord déchiré du livre, en comment il avait tenté de me faire paraître ignorante, comme si ma faim me enlevait la capacité de voir. Ma mère m'aurait dit, « La faim ne te rend pas stupide, elle te rend rapide et à la fois la rapidité est le unique qui te sauve. » Quand tomba la nuit, un petit coup doux dans la porte me fit lever de cou. Idriss entra sans bruit. « Il est l'heure, dit-elle. » Je mis le manteau. Je gardai la fiche dans la poche interne, bien collée au corps. Je laissai le flacon de médecine sur la table. Je ne le porterai pas. Si je le portais, c'était comme porter ma faiblesse par devant. Nous sortîmes par couloir secondaire, escalier étroit, porte qui craquait à peine. Le palais a un squelette de pierre plein de tonnelles que la cour moderne préfère ignorer. Mais les yeux comme Idriss n'ignorent pas, ils les utilisent. « Combien iront ?» je demandais. « Les suffisants, dit-elle, les invisibles. » Je ne demandais plus. Nous arrivâmes à une sortie petite près des cuisines. Un garde ouvrit sans me regarder. Dehors, l'air coupait. La nuit était propre, sans pluie. Cela était mauvais. Les nuits propres ne cachant rien. Nous marchâmes par un sentier de gravier vers le bord du bois. Moi, j'allais devant comme la pièce visible. Idriss allait à certaine distance, comme une ombre qui n'existe pas. À fois, je la perdais de vue,
Et cela me donnait frisson parce que cela signifiait qu'elle était faisant bien son travail. Le poste de péage vieux était une structure de bois et pierre abandonnée, inclinée vers un côté comme un ancien fatigué. La barrière levée était cassée. Dans le toit, les sourcils manquaient, mais encore il y avait un banc dedans et une petite table où avant on comptait monnaie. Je m'arrêtai à quelques pas, respirant lentement. Je ne voyais personne. Cela était le plus terrifiant. L'absence peut être un piège parfait. Je continuais marchant. Mes bottes craquèrent sur feuilles sèches. J'entrai au poste et je restai dans l'ombre attendant. J'écoutais un son léger, comme une branche qui s'arrange. Ensuite, une voix derrière moi. Tu arrivas. Je me tournai avec le cœur sautant, mais je ne fis pas un pas en arrière. Je m'obligeais à maintenir le corps tranquille. C'était un homme. Il ne semblait pas noble. Il portait vêtements de voyageur, cape épaisse, barbe taillée. Ses yeux étaient sombres et il ne montrait pas émotion. Il n'était pas alpha en présence. Ou s'il l'était, il savait le cacher. « Tu viens seul ?» demanda. Je ne répondis pas sans dire plus. Lui, il sourit à peine, comme s'il eût attendu cette réponse. « Montre-la » dit-il. Je sortis la fiche avec doigts contrôlés et je la soutins à la lumière de la lune qui entrait par un trou du toit. L'homme acquiesça. « Bien, » il murmura. « Alors, écoute, Oméga. » Cette parole me fit brûler par-dedans, pas par insulte, par la certitude de qu'il m'avait classé comme se classe un outil. « Si tu veux que ta mère reçoive plus, continua, tu vas porter un message. »« À qui ?» je demandai. L'homme s'approcha un pas. « À qui réellement il commande ici ?» dit-il. Moi, je sentis un froid distinct, pas de l'air. « La vallée » dis-je feignant que je ne savais pas plus. L'homme laissa échapper un rire court sans humour. « La vallée est une façade, » il répondit. « Toi déjà tu le soupçonnes. Ne feins pas. » Mes doigts se serrèrent autour de la fiche. « Alors qui ?» j'insistais. Lui, il inclina la tête et dans son regard, je vis quelque chose qui me glaça. Pas peur au roi, pas respect, mépris par la couronne, comme si le roi fût d'un acteur et le scénario s'écrivit en autre part. « Maison Rimeval, dit-il enfin. Je respirai lentement, comme si cette parole ne me frappait pas la poitrine, comme si je n'eusse pas vu ce nom dans un listage, comme si Barek ne l'eût pas mentionné comme qu'il laisse tomber miettes. « Quel message ?» je demandai. L'homme mit la main dans sa cape et sortit une petite enveloppe scellée avec cire noire. Il n'avait pas le symbole de la lune, il avait autre, une ligne diagonale avec une encoche comme une feuille pliée. Ceci dit-il, tu le livreras dans la cuisine du palais à la 3e cloche avant l'aube, tu le donneras au boulanger majeur. Moi j'avalais salive, le boulanger majeur, un homme bon qui toujours me donnait miettes chaudes pour ma mère quand il pouvait. Lui, il était parti de ceci où il était un messager sans le savoir. Et si je ne le fais pas, je demandais. L'homme s'approcha plus, mais il ne me toucha pas. Il ne nécessitait pas. Alors, la médecine se termine, dit-il. Et quand la toux revienne, tu te rappelleras cette nuit. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas violence, ce n'était pas menace avec sang, c'était pire. C'était chantage avec air. Je soutins l'enveloppe sans la prendre encore. « Quoi il y a dedans ?» je demandai. « Ce n'est pas ton affaire, » il répondit. Là, l'erreur fatale se répétait en autre forme. Eux, ils continuaient croyant que moi je ne comprendrais pas, que moi seulement j'obéissais. J'ai étendu la main lentement et je pris l'enveloppe. En cet instant, je vis un éclair à la gauche, à peine une ombre se bougeant dans le bord du bois. Idriss était prêt observant. L'homme ne sembla pas le noter, ou il le nota et il ne lui importa pas. « Bien, dit-il, tu es plus sensé de ce que je pensais. Moi, je voulais lui dire que ce n'était pas sensatesse, c'était désespoir dirigé. Mais je me tais. Maintenant, vête, il ajouta, et recuerda, si el rey vuelve a intentar hacerse el héros, la gente lo pagará. No tú, la gente. Esa frase se me clavó porque no era mentira. Si el norte se bloqueaba, quien sufre primero no es un rey. Y la juta. El rappelle-toi, si le roi revient à tenter se faire les héros,
Les reins le paieront. Passe-toi, les reins. Cette phrase se me cloua parce que ce n'était pas mensonge. Si le Nord se bloquait, qui souffre premier, ce n'est pas un roi. Je fis un pas en arrière, je gardai l'enveloppe à l'intérieur du manteau et je me tournai pour sortir du poste. Et alors j'écoutais autre voix douce depuis l'obscurité du chemin. Que obéissante je me gelais. Cette voix n'était pas de l'homme du poste, elle était plus fine, plus haute, et je la reconnaissais, bien que jamais je l'avais écoutée si de près. Barek était là dans la nuit, pas comme émissaire élégant, sinon comme quelqu'un qui avait venu à voir avec ses propres yeux, et moi je mordais l'hameçon. Mon corps resta tranquille, mais ma mente courut. Si Barek était là, alors ceci était une preuve préparée, un théâtre pour mesurer mon utilité ou ma condamnation. Barek fit un pas vers la lumière de lune et son sourire revint parfait. « Je voulais te remercier, dit-il. Tu as fait juste le correct. » Je sentis l'enveloppe scellée contre ma poitrine comme une pierre ardente, et je sus que la nuit n'était pas seulement une rencontre clandestine, c'était un piège à l'intérieur d'autres pièges. Le sourire de Barek en pleine nuit ne se ressemblait pas au sourire du salon. Là il était soie, ici il était corde. Que obéissante, il répéta, et il fit autre pas, le juste pour que moi je puisse voir. L'éclat ténu dans le bord de son manteau ne portait pas un signe. Il ne voulait pas être reconnu, cela déjà était une confession. Je maintenais les mains tranquilles, comme si je n'eusse pas une enveloppe scellée cachée contre la poitrine, mais je le sentais comme si elle brûlât. Tu me dis que seulement une fois, je répondis tentant de sonner neutre. Et déjà ce fut. Barek laissa échapper un rire court. Moi je dis beaucoup de choses, il commenta. Toi tu écoutas ce que tu nécessitais. L'homme du poste se bougea un peu inconfortable. Il ne semblait pas heureux d'avoir à Barek là. Cela me donna une piste. Barek n'était pas le chef du lieu, seulement il était un évaluateur, un œil de la vallée ou de quelque chose de plus profond. « Pourquoi tu es ici ?» je demandai. Barek inclina la tête comme si je fusse une enfant qui faisait une question charmante. « Parce que m'intéresse ton futur, dit-il, et parce que la course alimente d'histoire. Je voulais voir si l'histoire de l'Oméga Vaillante était réelle ou seulement un accident. Moi, je serrais les dents par-dedans. Je ne devais pas montrer émotion. Avec gens comme Barek, l'émotion est une corde que eux ils prennent et ils te traînent. Et quoi tu vis? Je demandais. Barek s'approcha le suffisant pour que sa voix pût baisser sans que l'homme du poste ne l'entendît. Je vis que tu as peur, il murmura. Et je vis que cette peur est bien entraînée. Cela est rare. Ma gorge se sécha. Moi seulement je veux que ma mère respire, dis-je soignant chaque parole. Son sourire se adoucit comme s'il venait d'écouter une confession adorable. Exact, dit-il. Et par cela tu es utile, parce que tu ne nécessites pas grandeur. Tu nécessites air, et l'air se négocie. Je sentis un coup de rage silencieuse, mais la rage ne servait pas. Ce qui servait était le contrôle. Barek regarda vers le bois un seconde, comme s'il savait qu'il y avait lieu autour, bien qu'il ne pût pas les voir. « Dis-moi quelque chose, Sarwela, continua. Le roi déjà t'a promis médecine, protection, une vie meilleure. Moi, je ne répondis pas. Cela déjà était réponse suffisante, claire, dit-il avec un soupir théâtral. Les alphas de palais toujours promettent quand ils nécessitent une pièce, mais quand la tempête passe, ils reviennent à la oublier. L'homme du poste racla la gorge impatient. « Nous terminons ?» demanda sec. Barek lui fit un geste avec la main, sans le regarder, comme qui écarte une mouche. Un moment, ensuite il revint à moi. « Tu portes une enveloppe, dit-il, comme si ce fût évident, et je sais à qui elle va, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Cette enveloppe n'est pas un message quelconque, c'est une clé. Ma poitrine se serra. Si tu la livres, continua la clé, elle ouvrira une porte. Pour certains, ce sera une porte de paix, pour autres, ce sera une porte de contrôle. Et toi, petit Oméga, tu seras du côté correct si tu choisis bien. » Je respirai lentement, et dans ma mente apparut la phrase du roi. « Ce ne te sont pas achetant silence, ils te sont achetant une histoire. » Barek était avançant.
Il voulait me narrer mon rôle avant que moi je ne le choisisse. Quel est le côté correct? Je demandais. Barek sourit satisfait de que moi je jouasse. Le quartier où ta mère ne toussa pas, dit-il. Cela fut le coup, parce qu'il ne parlait pas de politique. Il parlait de mon point faible, comme si elle fût une corde visible dans ma ceinture. Moi, je baissai le regard un instant, feignant que je me rendais à l'émotion. En réalité, je cherchais un angle, une sortie. Et alors, je le vis. Dans le poteau cassé du poste, quelqu'un avait gravé marque vieille de comptage, rayures horizontales, quelques fraîches. Une d'elles avait la même inclinaison que les 3 lignes du symbole, comme si le lieu même fût signé. Barek, dis-je levant la vue. Si moi je suis si utile, pourquoi tu ne me dis pas qui commande de vérité? Lui, il leva un sourcil amusé. Déjà tu le sais, il répondit, Maison Riméval, dis-je. Barek ne réagit pas avec surprise. Cela me confirma que c'était certain. Et alors j'insistais, pourquoi tu nécessites à une oméga? Si une maison noble commande, elle peut l'envoyer à n'importe qui. Son sourire devint plus fin. Parce qu'une oméga peut traverser couloir sans être rappelée, il expliqua. Elle peut livrer une enveloppe sans qu'elle paraisse importante. Elle peut écouter, elle peut revenir, et si quelque chose se passe mal, personne ne pleure beaucoup. L'honnêteté froide me laissa sans air pour une seconde. Là, ce fut quand moi je décidai que je n'allais pas faire son outil. Je fis un pas vers le côté, comme si le froid m'eût fait chercher appui dans le mur du poste. En ce mouvement, je laissai que la lumière de la lune touchât ma main droite, juste où je savais que Idriss pourrait la voir depuis le bord du bois. Et je fis quelque chose de minimum. Je pressai le pouce 3 fois contre la couture du manteau. 3. Ce n'était pas un code parfait, mais Idriss était une femme d'ombre. Elle comprendrait que moi j'étais marquant danger et urgence. Barek continua parlant, croyant que moi seulement je tremblais. Moi je peux assurer ton lieu, dit-il, dans une cuisine meilleure, avec salaire, avec médecine constante. Et si le roi insiste en jouer à la fermeté, toi simplement tu ne t'y mets pas. Je acquiesçai lentement, comme si je me cassais par-dedans. Je comprends, dis-je. Barek s'approcha un peu plus, satisfait. Bien, dit-il. Alors, fais ce qu'ils te demandèrent. Livre l'enveloppe au boulanger majeur et demain, quand il t'appelle à te raconter ta grande prouesse dans le salon, toi tu te tais. Tu redeviens invisible. Autrefois invisible. Cette parole me tomba comme eau sale. Moi, je serrais l'enveloppe à ma poitrine et je m'obligeais à sourire à peine. Un sourire petit, utile. Je ferai ce qui convient, dis-je. Barek s'écarta comme si déjà il m'eût rangé dans un tiroir. Cela, il voulait entendre. Il se tourna vers l'homme du poste. « Donne-lui la prochaine dose. » il ordonna. L'homme acquiesça sans émotion. Barek me regarda une dernière fois. « Rappelle-toi, Sarah, l'air à maître. » Et il s'éloigna par le chemin sombre, sans hâte. Moi, j'attendis que sa silhouette ne se perdît. Seulement alors j'exhalai tremblant. Je fis un pas hors du poste. Le bois était tranquille, mais moi je sentais lieu. Idriss n'apparut pas tout de suite. Cela m'effraya plus que sa présence. Cela signifiait qu'elle était se bougeant sans laisser trace. Je marchais de retour vers le palais avec l'enveloppe cachée, la menthe allumée. Si l'enveloppe était une clé, moi j'avais à savoir quelle porte elle ouvrait avant de la livrer. Mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Si je l'ouvrais et il le notait, moi je disparaissais. Je nécessitais autre chose. Une copie sans l'ouvrir, une empreinte, une odeur, un détail. Quand la silhouette du palais apparut entre les arbres, une ombre se glissa à mon côté. Idriss ne dit pas mon nom. Seulement elle marcha juste à moi et cela fut suffisant. Il est là, je murmurai Barek. Lui, il supervise et l'enveloppe est une clé. Idriss ne se surprit pas. Nous le vîmes, dit-elle, et aussi nous vîmes quelque chose de plus. Mon estomac se serra. Quoi? Je demandai. Idriss baissa la voix encore plus. L'homme du poste portait un fil dans le cou sous les vêtements.
Un fil avec les couleurs de la maison royale. Je restais glacé. Couleurs de la maison royale. Cela signifiait que ce n'était pas seulement un ennemi externe, ni seulement une maison noble. C'était un réseau mélangé avec le palais, un lien qui traversait les deux côtés. Et de suite, la reddition n'était pas un document. C'était un piège dessiné pour fermer la gorge du royaume avec une main, tandis que l'autre main feignait signer paix. Nous continuâmes marchant vers la porte de service. La troisième cloche avant l'aube s'approchait et le boulanger majeur, l'homme qui me donnait miette, était sur le point de recevoir une enveloppe qui pouvait tout changer. Moi, je ne savais pas si j'allais le sauver ou le condamner sans vouloir. Mais une chose, oui, je savais. Déjà, je ne pouvais plus jouer à être invisible. La troisième cloche avant l'aube ne sonna pas comme un appel, elle sonna comme un avertissement. Le palais à cette heure a un silence étrange, mais ce n'est pas un silence vide. C'est le silence des choses qui se bougent quand les gens croient que personne ne regarde. La pierre garde pas, le bois garde murmure, et moi, avec l'enveloppe collée à la poitrine, je sentais que le palais entier était tentant de décider s'il m'avalait ou il me laissait passer. Idriss marchait à 2 pas derrière moi, le assez loin pour ne pas paraître ma garde, le assez près pour que ma peau le sût. Nous ne parlions pas à fois. Le silence est la unique forme de ne pas offrir ta peur au couloir. Nous entrâmes par la porte de service des cuisines. La chaleur me frappa le visage et pour une seconde, l'odeur à levure, farine et fumée me fit penser en mon quartier. Matin humble, où le pain était un miracle petit et quotidien. Mais ici, le pain aussi était politique. Le boulanger majeur déjà était debout juste à la table longue, avec les bras couverts de farine jusqu'au coude. C'était un homme-dieu fatigué et main bonne, pas de bonté parfaite, sinon de cette bonté travaillée qui tenait quand personne ne te donne rien. Il l'appelait Tulin. Quand il me vit, son geste s'illumina un instant, comme si moi je fusse partie de la normalité que lui il pouvait contrôler. Sarella murmura. « Quoi tu fais éveillé? Ils t'envoyèrent par beurre? » Moi j'avalais salive et je regardais autour. 2 assistants dormaient assis contre un sac de blé, la tête tombée, le feu du four respirait lent. « Je ne viens pas par beurre, dis-je, je viens par ceci. » Je sortis l'enveloppe avec soin, sans la montrer trop. La cire noire semblait absorber la lumière. Maître Tulin fronça le sourcil. « Qui te le donna? » demanda baissant la voix comme si la question pouvait rompre quelque chose. « Un contact, je répondis, et la parole me sut amère. Lui, il n'étendit pas la main. Cela me surprit. Seulement il le regarda. On me dit qu'aujourd'hui viendrait quelque chose, il admit, mais pas de toi. On me dit qu'un garçon de l'aile d'archives passerait par ici avant l'aube, et moi je devais lui donner un pain spécial avec une marque. Mon estomac se serra. Quelle marque? Je demandai. Lui, il regarda au four et ensuite au sol, comme si le sol fût plus sûr que mon visage. Une lune ouverte, dit-il avec 3 rayures. Je sentis que se mérissait la peau. Idriss se bougea un pas presque invisible. Maître Tulin la nota juste alors et son dos se tendit. « Qui est-elle? » demanda. « Quelqu'un qui ne vient pas par pain. » Je répondis avec soin. Maître Tulin comprit de suite. Il baissa la voix encore plus. « Moi, je ne sais pas lire bien, » il confessa, « mais je sais reconnaître un ordre quand il sent un malheur. On me dit, ne fais pas question, seulement livre le pain. » Et moi, j'avais la salive. Moi, je pensais en mes apprentis, en mes mains, en ne pas perdre le travail. Moi, je sentis une piqûre dans la poitrine parce que je le comprenais. Je comprenais cet instinct de survivre avec la tête basse. « Qui te le dit? » je demandais. Lui, il hésita. Et alors il dit le nom qui me glaça plus que l'air du couloir. Le chancelier, il murmura, pas lui directement. Son scribe, celui de visage étroit, il vint là avec un sourire et avec monnaie. Il dit que c'était parti d'un protocole nouveau. Idriss ne réagit pas avec surprise. Elle réagit avec confirmation, comme si ce nom s'emboîtait dans une carte qu'elle portait à l'intérieur. Moi, je regardais l'enveloppe dans ma main et je sentis que le poids se dupliquait.
Maître Tulin, dis-je, si tu livres ce pain, où il va? Lui, il se passa une main par la barbe, laissant farine sur la peau. À l'aile d'archive, il répondit, selon il dire. Mais le scribe dit quelque chose de plus. Il dit que la cuisine est le lieu parfait parce que personne ne soupçonne d'un pain, que le pain entre à toutes parts. La phrase me donna un frisson. Le pain entre à toutes parts. Clair, et une clé aussi. Je me tournai vers Idriss. Nous pouvons porter ceci au roi? Je demandai. Idriss me regarda un instant long. Ensuite, elle acquiesça. Oui, dit-elle, mais rapide. Maître Tulin avala salive. Au roi, il répéta, Sarella. Moi, je ne veux pas. Moi, je lui pris le poignet avec douceur, le juste pour qu'il sentît qu'il n'était pas seul. Moi non plus, je ne voulais pas, je lui dis. Mais si ceci se signe mal, si les pontes du nord tombent, la farine ne arrive pas, et alors cette cuisine s'éteint, ton four s'éteint, et ta gens le paye. Ses yeux s'humidifièrent, mais il ne pleura pas. Seulement il regarda le feu comme s'il était voyant un hiver entier dans cette flamme. « Quoi je fais ?» il murmura. Idriss répondit par moi. « Tu vas faire le même que tu fais toujours, dit-elle, pétrir, cuire. Mais aujourd'hui tu vas te rappeler chaque visage qui te demande ce pain. » Maître Tulin acquiesça tremblant à peine. Moi, je soutins l'enveloppe et avant de me bouger, je fis quelque chose d'impulsif. J'approchai l'enveloppe à mon nez. Il ne sentait pas seulement à cire, il sentait à résine douce, à myrte, comme les lampes parfumées du salon des colonnes, comme l'arôme que le chancelier Urban toujours utilisait dans son gant quand il passait près des serviteurs sans nous regarder. C'était une bêtise pensée en parfum comme preuve, et même ainsi mon corps le garda, parce que dans les palais l'odeur aussi accuse. Nous nous bougâmes par le couloir intérieur vers la chambre privée. Le royaume s'attendait avec la lampe allumée, comme s'il n'eût pas dormi. Ses yeux avaient la calme de quelqu'un qui déjà pris une décision et seulement il est attendant confirmation. Je mis l'enveloppe à la table. Ceci, ils le veulent à l'intérieur du palais, dis-je à travers le pain. Le roi ne le toucha pas encore. Il regarda la cire noire et ensuite il regarda Idriss. « Tu le suivis ?» demanda. « Oui, elle répondit. » Barek était dans le poste, supervisait, et l'homme du poste portait couleur de la maison royale. Le roi ferma les yeux un seconde, seulement un seconde, comme qui s'oblige à ne pas réagir avec rage. Ensuite, il les ouvrit et il me regarda. « Quoi te demanda le messager ?» demanda. « Que je livrasse l'enveloppe au boulanger majeur. » Je répondis, « À la troisième. » Cloche. Je le fis. Mais Maître Tulin dit que le scribe du chancelier lui ordonna préparer un pain avec le symbole pour l'aile d'archive. Le roi inhala lente. Alors la clé entre par la cuisine, il murmura. Idriss s'approcha à la table. « Majesté, dit-elle, nous pouvons suivre le pain, voir qui le ramasse, voir à qui il le porte. » Le roi acquiesça et aussi il ajouta, et sa voix devint plus basse. « Nous allons ouvrir l'enveloppe ici avec témoins. » Mon cœur se serra parce que l'ouvrir était traverser un point sans retour. Le roi prit un petit couteau de bureau, pas comme arme, sinon comme outil. Il coupa la cire avec un geste propre. La cire craqua sèche, comme si elle était faite pour rompre sans laisser trace. À l'intérieur, il y avait une feuille pliée et une deuxième pièce, un seau de papier très fin avec filigrane. Le roi déplia la feuille. Moi, je regardais son visage tandis qu'il lissait. Son expression n'explosa pas. Elle devint plus tranquille, plus dangereuse. Et alors il parla avec la voix de quelqu'un qui vient de trouver le centre du nœud. « Ceci est un ordre pour remplacer le décret, dit-il. » Je sentis que l'air se mêlait. Le remplacer. Comment? Je demandais. Le roi leva la feuille pour que Idriss la vît. L'écrit dit que le document corrigé doit se porter au salon à l'aube, il expliqua, et que le chancelier doit s'assurer que le roi scelle la dernière page sans la lire pendant le geste cérémonial du pain et le sel. Après, le décret reste valide, bien que moi je me nie à signer.
Ma peau se glaça, la cérémonie, le pain et le sel. Le geste qui se faisait pour montrer bonne foi, un geste innocent converti en piège. Et là était la partie plus amère. Il ne nécessitait pas ma sang, il ne nécessitait pas violence, seulement il nécessitait une coutume et une oméga silencieuse pour bouger la clé. Le roi laissa la feuille sur la table et il me regarda. Cela est l'erreur fatale, dit-il. Ils croient que ma main agit par habitude et ils croient que personne hors de cet talent ne comprend pas ce qu'un sceau signifie. J'avalais salive. Et Barek, je murmurais. Barek voulait voir si toi tu obéissais, dit le roi. Et tu obéissais le suffisant pour nous apporter la corde. Moi je me sentis coupable et en même temps utile. Et ce mélange est dangereux. Le roi se leva. Maintenant, dit-il, nous allons rendre le théâtre. Il regarda à Idriss. Je veux un pain avec le symbole, il ordonna, mais pas comme eux ils l'attendent. Je veux que le récolteur le prenne. Je veux le voir et je veux que le chancelier croie que son plan en avance. Idriss acquiesça sans douter. Le roi revint à me regarder. Sœur, dit-il, tu vas revenir à la cuisine. Tu vas demander à maître Tulin qu'il prépare le pain et quand arrive le scribe, toi tu seras là. Pas pour servir, pour regarder. Ma gorge se ferma. Et ma mère? Je demandais et je haïs que ma voix ne trahît cette peur. Le roi me soutint le regard. Si ta mère nécessite air, dit-il, moi je ne vais pas permettre que l'air l'administre un émissaire. Ensuite il fit un signe à un garde hors de la chambre. Apportez au médecin royal. Il ordonna. Je sentis un coup dans la poitrine, comme si quelqu'un m'eût desserré une corde serrée. Mais le soulagement dura seulement 1 seconde, parce que le roi ajouta « Et après l'aube, je vais mettre cette trahison à la lumière, sans verser une seule goutte. Je le jure, j'acquiesçais. » La lampe trembla comme si le palais même comprenait que l'aube n'apportait pas paix. Elle apportait un choc de vérité et moi, une serveuse oméga, j'étais juste dans le centre de l'échiquier. L'aube n'arriva pas de coup, elle arriva en couche, comme si le ciel aussi nécessitait valeur pour regarder ce qui allait arriver à l'intérieur du palais. Je revins à la cuisine avec le manteau encore sentant la bois. Maître Tulin était éveillé, avec les yeux rouges de ne pas avoir dormi, mais avec les mains fermes. Quand il me vit, il cessa de pétrir et il attendit comme si ma bouche pouvait lui apporter la condamnation ou le pardon. Nous le ferons comme dit le roi. Je lui murmurai, un pain avec le symbole, mais cette fois pour regarder qui le prend. Maître Tulin avala salive et acquiesça. Il ne demanda plus. Dans les hommes bons arrive un moment en que la peur se devient trop coûteuse. Moi, je pris un petit morceau de pâte et avec farine, je dessinai la lune ouverte avec 3 rayures, égales que je l'avais vue. Je sentis une nausée étrange en le faisant, comme si j'étais copiant un mensonge avec mes propres mains. Et même ainsi je le fis, parce que maintenant cette marque était un hameçon que nous aussi nous savions utiliser. Idré apparut et disparut entre ombres, laissant lieu en lieu où moi-même je n'imaginais pas qu'il rentrait une personne. Elle ne nécessitait pas me dire le plan en détail, seulement elle me dit une phrase, et je la gardais comme une oreille